mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Virgile. Après une longue expérience en tant que consultant en marketing et communication, tu crées Work Together, ta propre structure de conseil dédiée au développement de start-up sur le marché européen, notamment autour du gaming. Tu crées par la suite Testamento pour aider à un moment crucial, la succession. Parmi tes nombreuses activités, tu es même depuis quelques mois animateur pour une web TV. Bon, revenons à la vraie question, essentielle sur ton parcours. Comment es-tu passé du jeu vidéo à la succession? Donc bonjour Benjamin, moi en fait je suis passé de cet univers du jeu vidéo à l'univers successoral sans aucune transition. C'est souvent ce qu'on explique chez les entrepreneurs, ils ont plein d'idées, plein de très bonnes idées, plein de très mauvaises idées et surtout des mauvaises idées. Et en fait il y a des idées qui nous canardent dans la tête et qui se répètent. Et en fait j'ai observé un problème sur le sujet de la succession par ma propre expérience. J'ai essayé un jour de partir en Amazonie avec ma femme sans mes enfants et je me suis aperçu qu'il fallait absolument faire un testament avec ces deux jeunes enfants pour définir ce qui allait se passer si on ne revenait pas. Et en fait, je me suis aperçu qu'en faisant mon testament moi-même, quelques semaines plus tard, j'avais tout faux. Il n'avait aucune valeur juridique et je me suis dit qu'il y avait un problème à creuser sur le sujet de la succession. Ça a été le point de départ. Tu es donc un serial entrepreneur et je pose cette question à l'ensemble de mes invités. Les startups du secteur de l'assurance, que l'on appelle InsurTech, sont souvent créées par des anciens du secteur avec des profils assez expérimentés comme le tien. Pour toi, quelles sont les 3 qualités pour entreprendre dans le secteur de l'assurance ? Alors effectivement, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du secteur de l'assurance, qui ont fait au moins des stages ou des choses comme ça qu'ils connaissent. En fait, moi, je ne connaissais absolument rien au secteur de l'assurance. Et c'est à la fois une force et une faiblesse, puisque finalement, je suis arrivé avec plutôt un regard de client, d'utilisateur final, de consommateur d'assurance et non pas d'un expert. Qu'est-ce qu'il faut, à mon avis, comme qualité pour réussir à être crédible dans ce secteur ? La première chose, en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était l'humilité. C'était d'accepter que justement, je ne connaissais pas ce secteur et que je pouvais peut-être l'aborder avec un regard plus frais que les experts. Les experts arrivent avec un sujet d'expertise et moi, j'arrivais avec une forme de candeur qui est qu'est-ce qui ne va pas pour moi en tant que consommateur. Lié à l'humilité, l'écoute. Parce qu'en fait, très rapidement, quand on a créé Testamento dans les premières années, on ne faisait que du B2C, donc la vente directe aux consommateurs. Et il y a des assureurs qui m'appelaient régulièrement pour me dire « Ce que vous faites, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et donc, ce qui a été nécessaire, c'est l'écoute. Comment je peux comprendre ce que vous avez comme problème et comment je peux vous aider à le résoudre. Donc, j'ai constitué un comité stratégique avec des experts pour pouvoir être le plus efficace possible et comprendre les problématiques qui n'étaient pas ceux du consommateur, mais des assureurs eux-mêmes. Et pour conclure ce premier chapitre, peux-tu nous en dire plus sur Testamento et ses applications ? Alors Testamento, effectivement, on a démarré en inventant, entre guillemets, le testament en ligne en Europe. Ça existait déjà aux États-Unis. Donc c'était notre point de départ. Et aujourd'hui, les ventes grand public ne représentent plus que 3% de notre chiffre d'affaires. Et le gros de notre business, c'est d'aider les assureurs, banques, assureurs, mutuelles, etc., tout ce secteur, à mieux vendre de l'assurance de personnes et à améliorer le conseiller, améliorer l'expérience client au travers d'applicatifs. Le premier, c'est détecter les besoins, permettre à un client de s'auto-diagnostiquer sur les carences en assurance de personnes. Notre conviction, c'est qu'il faut comprendre d'abord, plutôt que d'être prospecté, il faut que soi-même on comprenne. On a des outils d'aide à la vente pour les réseaux de distribution qui fonctionnent très 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 bien. Et on a des outils de gestion de clauses bénéficiaires digitaux qui sont extrêmement puissants également. Et puis des services historiques qui ressemblent à ce qu'on a sur testamento.fr, mais qu'on package et qu'on met en inclusion dans des contrats d'assurance. Maturité et patience sont les maîtres mots pour Virgile pour entreprendre dans le secteur de l'assurance. Abordons désormais notre deuxième partie, le marché. On veut en savoir plus sur celui-ci. Qui sont tes clients et les offres de Testamento s'adressent-elles principalement aux communs des mortels ou aux institutionnels ? Les clients de Testamento aujourd'hui, ce sont principalement des assureurs, des mutuelles, des banques assureurs également,
Donc des grands acteurs du secteur qui ont envie de passer d'une logique d'offre à une logique de besoin client, de centrer l'ensemble de l'approche sur le client. Tous ces acteurs-là avec lesquels on travaille, donc des Generali, des Massif, des Allianz, des AXA, ont historiquement des enjeux qui sont de communiquer, de faire comprendre comment utiliser de l'assurance. Parce qu'en fait, on est sur des segments de l'assurance de personnes qui sont des assurances non obligatoires et il faut les faire comprendre pour pouvoir les vendre. Notre conviction, nous, c'est qu'on peut embarquer le client et le rendre co-constructeur de son assurance une fois qu'il a compris pourquoi il en avait besoin. Donc c'est ce type de clients avec lesquels on travaille et donc on leur offre des services à la fois de connaissance client, d'enrichissement de la data et finalement des services qui vont les aider à mieux vendre de l'assurance de personnes avec des clients qui sont intégralement en compréhension. Ce qui était historiquement un petit peu différent, c'est que on disait que c'est des produits qui se vendent en fait. Nous, on pense qu'il faudrait aussi que l'assurance de personnes s'achète. Donc voilà, c'est des acteurs qui travaillent avec nous sur un ensemble de composants. Au départ, la succession est plutôt une chasse gardée des notaires. Comment Testamento se positionne-t-il par rapport à eux ? Vous êtes plutôt en coopération ou en concurrence ? Quand on a démarré Testamento, nous on avait une conviction, c'est que justement, il fallait rendre la succession beaucoup plus accessible. Et donc on a construit une plateforme qui permettait de faire un testament en ligne parce que peu de gens faisaient un testament et que les notaires, c'était pas le sujet qui est le plus rentable pour eux. Ils expliquaient énormément de choses plusieurs fois aux clients. Donc quand on a lancé le service, on a eu deux types de réactions chez les notaires. Il y a ceux qui trouvaient que c'était scandaleux qu'on puisse faire un testament sur Internet parce que c'était désacraliser des actes importants. Et puis il y a ceux qui disaient, mais en fait, il fallait moderniser justement cet acte-là. Et donc, j'allais dire, nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est d'avoir une exposition médiatique majeure à ce moment-là, quand on a lancé le service en fin 2013. On a fait toutes les télés, toutes les radios, et on a pu expliquer notre concept. À l'heure où les données sont partout et qu'on s'interroge sur la manière de bien les traiter, comment envisages-tu la question de la traçabilité dans le temps ? Quid de la sécurité de ces données ? Et comment testes-tu ta sécurité ? La sécurité, c'est absolument fondamental et les données des clients, ça l'est tout autant. Quand on a nos services grand public ou quand on met à disposition des services qui sont accolés, comme je l'évoquais, par exemple, le bouquet de services qui va être en inclusion dans des contrats, on se fait fort d'expliquer aux clients et l'assureur explique également qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui est transmise à l'assureur. C'est le premier point. Quand on embarque des solutions Testamento, les données des clients restent chez nous et exclusivement chez nous. Après, comment on sécurise tout ça ? Parce que ça, c'est un des enjeux fondamentaux. Déjà, par rapport au traitement des données, on a eu plusieurs rencontres avec la CNIL, on a été audité, on a eu un regard sur la façon dont on pouvait conserver les données, dans quel contexte. Et puis ensuite, voilà, comment on sécurisait tout ça. On a pris très au sérieux ce sujet dès le début. On a fait deux choses principalement. La première chose, c'est qu'en 2019, on a lancé ce qu'on appelle un programme de bug bounty. Le bug bounty, c'est un processus qui permet de demander à des hackers éthiques de tenter de faire des intrusions sur nos systèmes. Donc c'est un programme qui existe déjà depuis plusieurs années. Et donc concrètement, il y a des hackers qui nous ont dit « Là, j'ai trouvé quelque chose ». Alors ça fait toujours mal en fait quand ça arrive, mais eux vont toucher 500 €, 600 €, 1000 €. En fonction du niveau de gravité du bug, ils vont toucher des primes. Et évidemment, on préfère que ce soit eux qui les trouvent que des hackers qui ne sont pas éthiques. Donc on utilise ce système-là, qui est extrêmement efficace, avec des choix. On peut filtrer si ce sont des Français, si ce sont des Européens, des internationaux. Donc c'est un programme qui fonctionne très bien. Et puis à côté, on a des audits un peu plus officiels, qu'on appelle des pen tests, des tests d'intrusion. Et donc on paye une entreprise qui va tester les systèmes et vérifier s'il n'y a pas de faille. Donc on apprend comme ça, on grandit. Et nous, ce serait vraiment mentir de dire qu'on n'a jamais eu de faille. On en a eu. Il y en a qui étaient assez graves. Elles ont été corrigées très très vite et ça nous permet d'être assez sereins aujourd'hui. Des nouvelles pratiques répondent à de nouveaux enjeux. Pour tester sa sécurité, pourquoi ne pas tout simplement faire appel à des hackers ? Abordons dans cette dernière partie le secteur de l'assurance. Pour toi, Virgile, les assureurs sont-ils légitimes pour s'intéresser à la problématique de la succession ? Alors je suis absolument fondamentalement convaincu que oui, ils le sont. On a fait une enquête sur les Français et la succession en 2019
Et ce qu'elle a révélé, c'est que finalement les Français ne faisaient pas confiance ou ne pensaient pas systématiquement à leur assureur pour ces sujets-là. Et pourtant, l'assureur, par nature, il assure depuis le début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et la fin de la vie, c'est un moment important. Donc là, nous, on couvre tous ces moments de la vie, la retraite, la succession, tout ce qui est lié à l'épargne, au projet de vie. Mais sur ces sujets fondamentaux de la succession, je pense qu'ils sont très légitimes. Et donc offrir des services associés semble extrêmement naturel finalement. D'ailleurs, les assureurs se positionnent de plus en plus sur le parcours de soins, des services de prévention jusqu'à la téléconsultation. Penses-tu qu'ils devraient aller plus loin en intégrant des fonctionnalités sur l'expression des dernières volontés ou encore le testament en ligne ? Alors certains y vont déjà, donc c'est effectivement une tendance qu'on observe. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a beaucoup de services qui vont continuer de se développer. Ce qui fait la différence entre un produit A et un produit B, c'est souvent les services qui vont autour. Donc sur la santé, ça se voit de plus en plus, la prévention est en train de s'installer. Les sujets de testament en ligne et de dernière volonté, de coffre-fort numérique se développent. On y croit beaucoup. Il y a peut-être des fondamentaux encore plus importants à court terme. C'est la gestion des clauses bénéficiaires, à mon sens. Venons à ces fameuses clauses bénéficiaires, notamment sur les contrats de prévoyance collective. Elles semblent être toujours traitées en grande partie de manière manuscrite. D'expérience personnelle à l'arrivée dans plusieurs entreprises, j'ai pu le constater. Une numérisation ainsi qu'une adaptation à nos nouveaux modes de vie, notamment sur les familles recomposées, semble indispensable. Alors Virgile, où en est le marché ? Comment les assureurs traitent-ils cette question ? C'est une question à laquelle je suis très attaché, puisque nous, on avait fait un recensement il y a quelques années. Peut-être que le chiffre n'est plus à jour, mais en tout cas, on avait compté 88 millions de clauses bénéficiaires en France, donc sur un marché français qui est un peu plus de 60 millions de consommateurs. C'est énorme, et c'est un sujet qui est très mal traité historiquement, à la fois en assurance vie, en prévoyance individuelle, collective et même en retraite. Là-dessus, moi, ma conviction, c'est que avoir une clause bénéficiaire, c'est un élément fondamental de sa stratégie patrimoniale. Et en prévoyance collective, juste pour répondre spécifiquement là-dessus, historiquement, on avait des papiers, effectivement, ce que tu décrivais, qui étaient des papiers qu'on lisait rapidement, dont on n'avait aucune idée de ce qu'on avait fait 2 ans plus tard. Et en fait, ça a généré pas mal de difficultés, puisque on se rappelle qu'en prévoyance collective, il y a un capital d'essai qui va être versé aux ayants droit s'il nous arrive quelque chose. Le problème, c'est que si on a rempli la case rapidement et qu'on a mis sa maman il y a 5 ans alors qu'on est marié maintenant, ça va faire des difficultés. Il faut que ce soit mis à jour régulièrement. Donc nous, on a développé cette technologie, elle est en train de se déployer. On est déjà déployé par exemple chez 3 entreprises du CAC 40, des dizaines et des dizaines de TI, mais notre conviction, c'est que cette solution va se déployer dans tout type de contrat parce que, 1, les grandes entreprises commencent à l'exiger dans leurs appels d'offres, et 2, dès que le salarié a compris l'enjeu, il a envie de s'approprier la chose, et nous, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on lui offre la solution pour gérer ses clauses bénéficiaires, dans seulement 30% des cas, il va choisir la clause dite standard, et dans 70% des cas, il va faire autre chose. Il va désigner à parts égales son conjoint et ses enfants, ou uniquement ses enfants, ou même il va faire, dans 40% des cas, une clause libre, mais avec un logiciel comme le nôtre. Forcément, la clause libre est encadrée, elle va fonctionner très très bien, elle va permettre à l'assureur d'offrir des services dans le temps pour tous ses salariés. Restons sur la clause bénéficiaire, mais concentrons-nous sur le secteur de l'assurance vie. On voit revenir des sanctions autour de la recherche de bénéficiaires sur ces contrats. Comment penses-tu pouvoir aider les assureurs à identifier plus rapidement les bénéficiaires de ces contrats ? Pour moi, la priorité, et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'il faut stopper l'hémorragie. Pourquoi l'hémorragie ? Parce que encore aujourd'hui en assurance vie, lorsqu'on souscrit un contrat, le conseiller, dans l'immense majorité des cas, va indiquer au client que la clause bénéficiaire standard, elle fait l'affaire pour globalement tout le monde, il va la cocher, et il dit à son client, on y reviendra plus tard. Le problème, c'est qu'il ne revient pas forcément plus tard sur ce sujet, et donc les clauses bénéficiaires dites standards ne correspondent plus aux besoins du marché, et ça c'est très évident. Concrètement, comment nous, on apporte de la valeur à nos clients ? On leur propose en fait d'intégrer des solutions logicielles directement dans leur parcours de souscription. Donc au moment de la souscription, d'être capable de proposer au conseiller un parcours ludique, pédagogique qu'il va faire avec son client pour pouvoir faire une clause bénéficiaire qui ressemble vraiment au client, incluant des clauses, un ensemble de clauses types, même des clauses démembrées, des choses assez techniques.
Et la clause libre est encadrée par un logiciel, ce qui fait que le conseiller est à l'aise avec l'idée de rentrer dans ce parcours parce qu'il ne veut pas faire d'erreur. Il n'y a pas de champ libre où il peut écrire n'importe quoi. Concrètement, donc, c'est l'intégrer dans le parcours de souscription et donc le renseigner dans le détail. Et puis également fournir dans un espace client cette brique technologique pour que le client en self-care, en autonomie, soit capable de modifier la clause bénéficiaire à tout moment dans la vie de son contrat parce que sa situation a changé. Enfin, pour terminer cet épisode, Virgile, quelle est pour toi la tendance la plus forte qui va toucher l'assurance de personnes dans les mois, voire les années à venir ? Alors moi, j'ai une conviction dont on a un tout petit peu parlé un peu plus tôt, c'est que sur l'assurance de personnes, on a un grand tournant qui permet aux assureurs de finalement parler différemment à leurs clients et, comme on l'évoquait, de leur donner envie d'acheter de l'assurance de personnes. C'est des assurances absolument fondamentales. Je donne juste un exemple pour un chef d'entreprise. Ne pas avoir d'assurance sur sa tête, des assurances hommes-clés, c'est dramatique potentiellement. Mais si on n'a pas expliqué comme il faut au client pourquoi il en a besoin et qu'on n'a pas réussi à réenchanter cette assurance, on a du mal à la vendre. Donc là, pour moi, je pense que la tendance, ça va être d'arriver à réenchanter, grâce à des services, grâce à de nouvelles approches, tout ce marché. Comprendre le besoin est la clé pour satisfaire le client. C'était le mot de la fin. Merci Virgile et à bientôt pour un nouvel épisode.